trouve. Et par conséquent, je pense qu'on pourra donner la parole à notre Benjamin aujourd'hui, la jeune, la belle Grâce. Et elle va parler d'un point de vue critique. Juste un petit mot pour l'introduire. En fait, Grace Kishiba, elle est doctorante à l'Université d'Angers. Elle est assistante à l'Université de Lubumbashi en République démocratique du Congo. Elle est titulaire du master de droit international public de l'Université d'Aix-Marseille. Ses travaux se rattachent à la justice internationale et aux juridictions africaines de droits de l'homme en particulier. Elle est également chargée de relations avec les auteurs au sein d'une maison d'édition qui s'appelle Amandla. Et donc, son sujet, sa thématique, vraiment, elle est très critique et très appréciable et je la remercie pour son courage parce qu'elle va aborder la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et tout le système africain des droits de l'homme avec un point de vue critique. Et donc, nous allons l'écouter avec beaucoup d'intérêt sur les critiques et les dynamismes possibles des systèmes africains de protection des droits de l'homme. C'est à vous, ma chère. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je vous remercie pour la parole. Je remercie tout le comité d'organisation de m'inviter à participer, en particulier M. Jean-Baptiste. Merci de m'avoir fait confiance et de me permettre de faire partie de ce panel. J'aimerais remercier aussi mon directeur, M. Yannick Létier, qui ne peut pas être avec nous, mais qui bien sûr est de tout cœur avec nous. Alors, il m'a demandé de m'entretenir avec vous sur ce sujet, les critiques et dynamiques possibles du système africain des droits de l'homme. J'aimerais vous partager un PowerPoint que j'ai fait pour que nous arrivions à nous suivre correctement. Voilà les critiques et dynamiques possibles du système africain des droits de l'homme. Dès qu'on m'a parlé de critiques, la première chose qui m'est venue en tête, ce sont les thèses critiques que j'ai beaucoup appréciées au cours de mon master. Et ce que j'ai constaté en étudiant les thèses critiques, c'est que le mouvement critique est propre au droit international et en particulier au droit international des droits de l'homme. Pourquoi? Parce que lorsque nous regardons les branches du droit interne, telles que le droit civil, le droit pénal, le droit du commerce, le droit économique, on se rend compte que ce sont des branches du droit qui sont plutôt assises, admises et acceptées. Il y a des réformes, bien sûr, mais on se rend compte que le droit international, lui, en tout cas, il y a des mouvements critiques qui remettent en cause, qui remettent la substance même du droit international et son existence. Dans ce mouvement critique, il y a un groupe d'auteurs qui s'appelle les TWAIL, Third World Approaches of International Law. Ce sont les approches tiers-mondistes du droit international. Évidemment que quand vous entendez le mot tiers-monde, peut-être qu'il y en a certains qui sont choqués, mais ce sont ces auteurs même qui s'appellent comme ça, qui se dénomment comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils remettent en cause un système, pour eux en tout cas, un système international, le droit international qui pour eux est formé et continue de perpétrer une domination du de l'ancien monde, donc l'Europe, les États-Unis, sur ce qu'ils appellent le tiers-monde. Évidemment, Alain Pelé parlait, lui, des tiers-mondes et pas du tiers-monde, parce que pour lui, il n'y a pas d'hégémonie aujourd'hui dans le tiers-monde, c'est plutôt un ensemble éclaté. Ce qui m'a semblé intéressant, moi, pourquoi je parle de ces théories tiers-mondistes, parce qu'avec ce sujet sur les critiques, nous avons la possibilité d'effectuer une critique de la critique, puisque les auteurs tiers-mondistes critiquent une manière de faire, en tout cas des droits de l'homme, qui défavorisent les pays du tiers-monde. Alors nous, étant du tiers-monde, entre guillemets, nous pouvons aussi évaluer notre pratique à nous-mêmes des droits de l'homme. C'est pour ça que j'ai trouvé intéressant d'en parler. Mais mon étude sera portée principalement sur la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, d'abord parce que nous avons, enfin, les premiers jours, les autres intervenants ont un peu parlé de la commission, et puis je parlerai des dynamiques uniquement sous le prisme de la crise de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples que j'aborderai. Et donc pour moi, en parlant de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, je me rends compte que c'est une belle institution, surtout lorsqu'on regarde la façon dont elle garantit le droit des peuples. On se rappelle de ces arrêts, les arrêts au GIEC, etc., où la Cour africaine vraiment défend le droit des peuples comme aucune cour de justice des droits de l'homme, en tout cas, ne l'a fait auparavant. Mais je peux me rendre compte, malgré les évolutions qui ont été faites, qu'il y a quand même une asymétrie.
hein, une asymétrie entre les violations des droits de l'homme au niveau du continent et le contentieux des droits de l'homme devant la Cour, que je trouve évolutif, mais encore assez timide. Je pense qu'on pourrait aller encore un peu plus loin. Je regardais un rapport de Amnesty International sur le panorama de la violation des droits de l'homme et il me semble que toutes ces violations n'arrivent pas forcément au niveau du contentieux. Nous remarquons des violations des droits de l'homme, mais elles ne sont peut-être pas tournées au rang de contentieux. Et donc, je pense que cette asymétrie est due à deux choses, une crise d'efficacité d'abord, et puis ensuite une crise de légitimité apparente. Et donc, je parlerai en première partie de cette crise d'efficacité auquel les États ne sont pas tout à fait étrangers. Ils sont même les acteurs principaux de cette crise. Et puis ensuite, la crise de légitimité apparente. Donc, la crise d'efficacité, pour moi, elle est due premièrement à une structure juridique désavantageuse à la protection effective des droits de l'homme. Pourquoi? Parce que en tout cas, il faut se rappeler que la Cour naît dans un contexte de dévoiement de la Commission. On se rend compte que la Commission, qui a un organe quasi juridictionnel, en tout cas qui n'était pas une juridiction, avait du mal déjà à faire asseoir en tout cas ces ordonnances. Les États en tout cas, ne respectaient pas vraiment ces ordonnances et puis ils ne la finançaient pas, ils ne lui allouaient pas certainement les finances qu'il fallait pour fonctionner. Donc, c'est dans un contexte de dévoiement que la Cour voit le jour. Mais en plus de ça, comme le rappelait monsieur Guillaume Lefoch, il y a déjà sur la table un projet de construction, en tout cas un projet de mise en place d'une autre Cour. C'est-à-dire que pour moi, la Cour rentre dans le couloir de la mort. Elle sait que, dans le couloir de la mort, on sait qu'on est condamné, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on sera exécuté. Et donc, la Cour rentre, mais elle ne sait pas quand est-ce que, en fait, l'échéance, elle sait qu'elle sera mise en place, mais pour combien de temps? Et pour moi, ce contexte particulier est un peu un des éléments qui participent à cette crise d'efficacité. En plus de ça, donc, comme vous le voyez dans le B, l'accès à la Cour qui est conditionné par la Déclaration des États, c'est l'article 34, paragraphe 6, qui fait l'objet de toutes les critiques, qui nourrit de véhémentes critiques quand même. Je pense que cet article conditionne, on l'a déjà rappelé, hein, conditionne l'accès à la Cour des individus et des ONG par une déclaration tacite des États. Et lorsqu'on regarde le nombre d'États qui ont déposé cette déclaration, aujourd'hui il n'en reste plus que 3, il me semble, on se rend compte que il y a un manque à gagner énorme par rapport au contentieux des droits de l'homme. Parce que si toute l'Afrique, en tout cas si tous les États qui faisaient partie de l'Union africaine avaient signé ce protocole et avaient ratifié le protocole et avaient déposé une déclaration, le contentieux serait peut-être gigantesque, mais nous aurions quand même, nous irions un peu plus loin dans la protection des droits de l'homme. Et dans un arrêt Femi Falana du 26 juin 2012, le requérant justement contestait la compatibilité de cet article avec l'objet et le but de la charte. Dans cette crise d'efficacité, je pense qu'elle est aussi due à une culture démocratique immature dans le sens de jeune, et une démocratie encore frileuse. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il faut se rappeler que les États africains sont indépendants pour la plupart d'entre eux depuis une soixantaine d'années. Donc, la démocratie même n'est pas encore totalement assise dans ces États-là. Il n'y a qu'à voir tout le contentieux électoral, en tout cas toutes les crises électorales qu'il y a à chaque fois qu'il y a élection. Et le juge Fatsa Ouergargouz le rappelait très bien. Il disait, bien que formellement garantis par la quasi-totalité des constitutions de ces États, les droits et libertés fondamentales ont rarement été respectés par ceux-là qui n'ont de compte à rendre ni à des opinions publiques nationales muselées, ni à la communauté des autres États. L'absence de sensibilisation des populations africaines et la vigueur du sacro-saint principe de souveraineté nationale sous-entend ainsi toute la problématique des droits de l'homme dans les nouveaux États africains. Et pour moi, cette asymétrie aussi, elle se manifeste par la difficulté de la Cour à faire exécuter ses décisions. Le président de la Cour, M. Sylvain Auré, l'a très bien rappelé. Il a dit que la Cour avait du mal à faire exécuter ses décisions. Ce qui est vrai aujourd'hui, c'est que quand court un État qui ne respecterait pas ou qui ne mettrait pas en place ou qui ne respecterait pas les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme, aujourd'hui, rien.
alors que normalement, les États devraient être responsabilisés à justement à respecter ces décisions. Et donc, tout ça nous mène à une crise de légitimité apparente qui se manifeste par le dévoiement de la Cour par les États. On assiste un peu on a l'impression que c'est le même schéma qui se répète comme avec la Commission. Et ce dévoiement, les États le martèlent, notamment par des accusations de déni de la démocratie et d'ingérence dans les affaires internes. On se rappelle des deux affaires, Guillaume Soro et autres contre Côte d'Ivoire et Sébastien Germain Ajavon contre Bénin, où la Cour a justement prononcé des indications de mesures provisoires. Dans le cadre pour la Côte d'Ivoire, elle a demandé à ce que la Côte d'Ivoire sursoit à statuer sur le mandat d'arrêt, jusqu'à ce qu'elle rende un arrêt au fond. Et pour Sébastien Germain Ajavon, la Cour a demandé carrément à ce que soient stoppées les élections municipales. Et donc, les États ont répondu tout simplement en retirant leur déclaration. Ce qui, à mon sens, est une entorse au principe de bonne foi, au principe pacta sunt servanda, la parole donnée doit être respectée de bonne foi. Et cela, à mon avis, retarde la mise en place et retarde cette justice africaine pour les Africains, en tout cas, que tout le monde appelle de ses voeux. Alors, cette crise de légitimité aussi, nous le voyons, elle emmène un rayonnement plutôt de la justice sous-régionale, entre alternative et concurrence. Je parlerai principalement de la CEDEAO parce que les autres ont parlé, en tout cas, monsieur, par exemple, Akanji Kombe a parlé de l'UMOA, etc. Alors, dans la CEDEAO, il y a plusieurs éléments. La Cour de justice de la CEDEAO, non seulement son prétoire est ouvert à tous les individus, sans condition d'épuisement de voie de recours, elle effectue une justice itinérante, ça veut dire qu'elle va, lorsque le justiciable ne peut pas se déplacer, la Cour va dans l'état du justiciable, même si avec le Covid, ce sera un peu compliqué, mais nous avons des exemples où la Cour y va, Dame Adidjatou Manikaraou contre Niger, Moussa Léo Keïta ou Dame Magbe Rita et Pouzabalo contre Togo. Dans tous ces éléments-là, nous voyons que la Cour se déplace. Mais en plus de ça, la Cour, on a l'impression que la Cour de justice CEDEAO est un juge africain et universel. Parce que ce juge-là mobilise le PIDCP, la DUDH, la jurisprudence de la CEDH et même la charte, en fait, pour assurer la protection des droits de l'homme. Cela fait que non seulement on a un juge universel au niveau de la CEDEAO, mais aussi on a une rupture d'égalité entre les Africains. Parce que si je fais partie de la communauté CEDEAO, j'ai un juge universel, quasi universel et africain à ma portée, donc je n'irai pas chercher le juge qui est à Arusha. Il y a une rupture d'égalité, mais il y a une concurrence aussi de fait parce qu'on va plus se tourner vers la Cour de justice CEDEAO. Et donc, pour terminer, la protection des droits assurée par la future Cour africaine de justice des droits de l'homme, M. Guillaume Lefroche en a longuement parlé. On ne sait pas quand est-ce que cette Cour va être mise en place, mais du moins, le projet est encore présent, le projet tient encore en place. Et la Cour, pour moi, pourrait revivre, en tout cas avoir un nouveau souffle à travers cette Cour africaine de justice, surtout qu'elle contient un volet pénal. Donc, pour conclure mon intervention, je dirais tout simplement que la dynamique principale qu'il faudrait adopter serait vraiment de replacer l'humain au centre de tout développement, replacer l'humain au centre de toutes les initiatives, au centre de toutes les lois. Et si on cherche l'intérêt supérieur de l'homme à respecter toujours, à protéger de plus en plus ses droits, alors je pense que les États pourront faire un effort et plutôt appliquer de bonne foi toutes ces décisions. Heureusement qu'il y a maintenant de plus en plus d'élections en Afrique et nous voyons que les nouveaux gouvernements qui veulent souvent se racheter une bonne image, surtout sur le plan des droits de l'homme, signent et ratifient tous ces protocoles, notamment la RDC qui a ratifié le protocole instaurant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Je vous remercie pour votre attention et je reste disponible si vous avez des questions. Merci beaucoup.